J'ai grandi dans le 84 et après je suis monté à Paris à 17 ans, en 2007. La zone dans laquelle je vivais, il y avait beaucoup de banlieues, tu vois. C'était très banlieusard, mais moi je vivais dans une maison, pas une maison de campagne, mais c'était une petite maison à côté des usines et des entreprises. Mon père il était soudeur et ma mère femme de ménage, et il y avait pour les soudeurs et tout des petites maisons exprès quoi, faites en bois, tu sais, quand il y avait du vent, elle tombait. Donc, et après, j'ai traîné pas mal. Toute ma famille, moi, était en banlieue, donc j'ai traîné beaucoup de banlieue en banlieue, aller voir les cousins, les tantes, la famille. Donc, j'ai un petit peu goûté à toutes les ambiances. Parce que moi, j'ai un oncle, un ami, enfin, c'était plus un tonton, un des meilleurs amis de mon père, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Le 13 janvier, qui s'appelle Mustapha Daleb. Et depuis tout petit, tu vois, j'ai grandi là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Et c'est un mec en or, tu vois. J'ai retrouvé des photos de mon père à l'époque en pas de def, avec lui tranquille, tu vois, qui chillait, quoi, tu vois, Starsky et Hutch. Donc déjà depuis tout petit, j'ai eu cet amour pour le PSG. Et ça s'est imposé à moi naturellement. Et tous mes meilleurs souvenirs de foot, moi, je les ai eus avec Paris, tu vois. J'étais tout petit encore, je me rappelle de ce match qu'on gagne 5-0. PSG j'étais à Bucarest, tu vois, avec des buts de Maurice, Rai, Leonardo. Et puis même, j'aimais tout dans ce club. Ce maillot, cette couleur, j'aimais tout, tu vois. Ça s'impose à toi, tu choisis pas. Et Dieu sait que dans mon coin, c'était l'OM, tu vois. C'était l'OM 93, la Ligue des Champions et tout. Mais moi, j'ai toujours été Paris. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, je suis pas les footix qui arrivent au PSG maintenant avec les Qataris. Moi, au même titre que des mecs comme Cynic par exemple, parce que je l'ai vu, ou des vrais supporters, moi j'étais là dans la merde. Mais j'étais au parc à l'époque où les gens ils distribuaient des places gratuites aux gens. Venez, il n'y a plus personne qui veut venir. J'étais là à l'époque où c'était le feu, c'était n'importe quoi. J'allais voir des matchs PSG, Bratislava Boys, j'allais voir... Tu vois ce que je veux dire? Depuis tout petit, je venais à l'époque de Ogbéché, Ronaldinho, même avant, tu vois, Madar, Abessandra Tana, j'allais au camp des loges, je courais après Potillon. Après El Karkouri, j'ai demandé des photos, tu vois, et j'ai vraiment retrouvé des photos, si je te les montre, tu pètes un plomb. Je suis avec Pochettino, je suis avec Fernandez, je l'ai encore revu, j'ai fait une émission sur RMC. Je me dis, putain, à l'époque, je courais après vous, tout le monde, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois tous les gens qui viennent au PSG, tu te dis, ah, vous étiez où? Vous étiez où quand on avait froid et qu'on perdait, qu'on faisait 0-0 contre Maccabi Haïfa ou contre les Bratislava Boys, là, les Bratislava. Mais ça fait plaisir, je savais que Paris, c'était ça dormait, c'était évident que ça allait être acheté. On ne peut pas avoir une grosse capitale européenne comme celle-là, et mondiale même, avec zéro équipe de foot. Ben moi, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Soit tu fais des vannes et t'es pourri à l'école, ouais, comme tu dis. Moi, j'étais moyen à l'école et je faisais des vannes. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas un élève assidu qui faisait ses devoirs le soir en rentrant, qui prenait de l'avance. J'avais une bonne mémoire et c'est pour ça, ça m'aide aussi sur scène. J'ai une mémoire... Des fois, j'écris dans ma tête. C'est-à-dire que c'est difficile à expliquer, mais je prends pas de notes. Je me mets un bloc-notes dans ma tête. Je dis, bon, ça, faudrait que je l'essaye à cette date-là. Comme ça, je pourrais la lier avec un autre truc. Et à l'école, c'était pareil. J'avais une bonne mémoire. Je retenais bien ce que disait le prof en cours. Et je faisais le con en même temps. Donc, j'avais des bonnes notes en faisant le con en classe. Et mes potes, ils comprenaient pas ça. Ils me prenaient pour un traître. Ils me disaient, tu fais le con avec nous? Il y a que nous. On a 2, 3. Toi, tu as 12, 13. Je comprends pas. Et non, j'ai réussi à passer entre les mailles du filet, tu vois. J'ai réussi à... Salut. Au portail. Je suis arrêté au portail, moi, à l'école. Non, je me suis arrêté en... j'ai passé mon bac ES, okay. Économique et social. Okay. J'ai eu mon bac en... limite, quoi, 10,7. J'ai pris toutes les options possibles du bac. Escalade, kabyle, cuisine, foot. Et j'ai eu 10,7. Sans bosser. Après ça, je suis monté à Paris, dans une école qui s'appelle le Cours Florent. Je suis resté là-bas 8 000 €. Le problème, c'est que le Cours Florent, quand tu montes à Paris,
tes parents, il faut qu'ils te laissent monter à Paris, tu vois. Pour un mec qui vient du sud et qui monte sur la capitale tout seul, je connaissais personne ici. Fallait trouver un logement, fallait trouver de l'argent surtout. Tu sais, le cours Florent, c'était 350 € par mois. Et mes parents, ils pouvaient pas m'aider, tu vois, même pas... Mon père, en montant, il m'a donné 200 € quand je suis monté à Paris. Et sur la vie de ma mère, que je te mens pas, je les ai perdus le lendemain de mon arrivée à Paris au Bomto. Je te jure, je suis arrivé à Strasbourg-Saint-Denis, je vois une meuf qui est avec un mec qui gagne. Je regarde et elle gagne. Je la téma, je dis mais c'est un truc de ouf, comment... Et moi, je prends mes 200 €, je les mets sur un truc. Tac, 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 le mec il change et je les perds. Et après, par la suite, on m'a expliqué que c'était une complice du mec, ça se passe comme ça, tu vois. Donc je me suis retrouvé avec rien et il a fallu que je taffe pour payer mes cours, tu vois. Donc j'ai accumulé, j'ai fait nounou, j'en parle dans le spectacle, j'ai fait nounou, je travaillais au McDo, je travaillais au Starbucks des Halles, j'ai distribué des flyers devant un café-théâtre qui s'appelle Le Point Virgule. Donc j'avais 5 tafs en même temps. Mon père, lui, il a toujours été... c'était un mec qui me disait « Ouais, fais ce que t'aimes, tu vois, si t'as envie de faire ça, fais-le. Et on verra, ça passe ou ça casse, faut pas que t'aies de regrets. » Ma mère, bon, comme toutes les mamans, elle voulait que je travaille à côté d'elle et que je trouve un vaccin, tu vois. Elle voulait que je fasse Pierre Curie. Mais après, le truc, c'est que quand tu montes dans une école de théâtre comme le cours Florent, ça rassure un petit peu. Et puis en plus, c'est une prof d'espagnol en terminale qui m'a orienté vers la comédie, vers le théâtre et tout. Donc elle a convoqué mes parents, elle leur a dit de me laisser monter sur la capitale. C'est ce qu'ils ont fait. Et en arrivant au cours Florent, quand tu dis à tes parents, bah ouais, regardez au cours Florent, il y avait lui est passé par là, Gad Elmaleh, Guillaume Canet, je sais pas moi, il y a des centaines de personnes qui sont passées par là-bas. Ça rassure un petit peu. Ça rassure plus que de dire je monte à Paris et on verra. Donc ils m'ont dit bah monte, on verra bien. Ma mère elle voulait pas, mon père il m'a laissé monter. J'en avais 1 sur 2, mais bon, il fallait en avoir 1 sur 2, tu vois. Donc il a accepté de me laisser monter. Et au bout d'1 an, c'est en tractant des flyers devant le Point Virgule qu'au bout d'un moment, je demande au patron du Point Virgule, je dis ouais, je distribue des trucs pour vous, mais je peux rentrer essayer de faire des trucs. Le mec il me dit tu fais des sketchs toi? Je dis ouais, je fais j'essaye quoi, on va voir. Et après je monte, je fais un truc, ça se passe super mal, ça se passe pourri, nul, je dis n'importe quoi. Et c'est un mec qui s'appelle Alex Lutz, moi, qui m'a vu sur scène et qui m'a dit, viens, je sais que tu as un truc à faire là-dedans. Tout le monde voulait le directeur du Point Virgule, tout le monde a dit ouais, non, franchement, il y a Jamel, il y a eu Smaïn, il y a eu machin. Tu vois, ils m'ont tous dit non, franchement, c'est cool, mais... Et après, grâce à ce mec-là, Alex Lutz, qui m'a dit non, tu peux faire un truc, il y a un truc à faire, tu vois, on va voir. Et il m'a vraiment aidé, lui, dès le début. Elle, à l'époque, elle voulait faire je crois que c'était du tango, non, du flamenco. Elle voulait faire du flamenco, elle m'a attrapé un jour après les cours, elle m'a dit ouais, regarde, je voulais faire du flamenco, maintenant je suis là. Limite, regarde, je suis dans la merde maintenant. Tu vois, si tu veux, je suis dégoûté de ce que je fais, je vois vos gueules tous les jours. Elle m'a dit, si jamais tu veux, soit tu as 2 options, tu fais comme moi et tu te lèves, tu fais un taf où tu es dégoûté, tu te retrouves le matin à te réveiller, écouter un patron qui te prend la tête, ou alors tu essayes de t'en sortir, tu vois, parce que tu sais faire. Et voilà, c'est dur de prendre conscience de ça. Tu te dis, mais je viens d'un village, mon frère, un petit village de je sais pas combien d'habitants. Là, il y a un mec qui m'a suivi, qui a fait un documentaire sur moi pendant 1 an. Il est venu dans l'endroit où mon endroit d'origine. Il me dit, mais tu pars pas de loin, tu pars pas de rien, tu pars de moins que rien, quoi. Franchement, il n'y a rien, frère. C'est vide. Et dès que on te parle de cet endroit, c'est soit pour un fait divers, soit pour l'inauguration de la Galette des Rois. Tu vois, c'est vraiment vide. Et tu te dis, t'as pas de référent. Tu vois, quand je regarde Trap, par exemple, chacun se tire vers le haut. Tu vois, tu as Anelka, il va inspirer Jamel, il va inspirer Omar, il va inspirer Issa Doumbia. Tu vois ce que je veux dire? Dans des endroits comme ça, où tu as des référents, où tu vois des grands frères de chez toi qui arrivent, tu te dis, bah finalement c'est possible. Mon référent, moi, c'était une vache. C'est une vache, tu vois, c'est la vache de Milka, j'ai pas de référent, donc je me suis dit, bon, j'ai écouté cette prof, j'avais pas envie de me réveiller et d'être dégoûté de me réveiller. Je vois des fois dans le métro, les gens qui se lèvent et qui sont dégoûtés. Je vais aller à la Défense avec mon attaché-caisse. L'autre, il va me casser les couilles. Rentrer chez moi, ma femme, elle doit me tromper sûrement. Dégoûté. Et moi, j'ai toujours voulu être dans une grande ville qui bouge. J'ai toujours voulu être dans une grande ville qui bouge parce que j'avais une énergie
Et j'arrivais pas à exploiter cette énergie. Et c'est souvent le cas de pas mal de jeunes. Moi, je connais beaucoup de gens qui, voilà, s'ennuient. À Paris, l'avantage, tu as différentes banlieues. À Paris et dans le sud. À Paris, tu prends le RER. En 1 heure d'RER, tu es sur les champs. Tu peux aller au cinéma. Tu peux aller manger au resto. Tu peux aller... Dans le sud, c'est la misère, frère. Ça veut dire que si tu n'as pas de voiture, tout est à 10, 15 bornes, 20 bornes. Il n'y a pas d'RER, il n'y a pas de métro. Il y a un bus une fois tous les 7 jours. Donc, ce que tu fais, bah, tu fous le bordel. Tu fous le bordel. Et tu les vois, hein, les Kairas du Sud et les Kairas de Paname, Kairas du Sud, c'est violent. C'est Paname aussi, mais tu vois, tu peux te canaliser en allant visiter un petit peu la capitale. Dans le Sud, c'est teinture blonde, grain de café, sacoche Longchamp, roue arrière. Bébé, nique ta mère, enculé. Tu vois, c'est... Et moi, je les vois. Donc, tu as 2 options. Soit tu canalises ce truc et tu te spécialises soit dans le rap, soit dans le foot, soit tu es bon à l'école et tu vas au bout, c'est la meilleure solution, tu vois, c'est la plus simple et la plus évidente. Tu vas au bout de tes études. Soit tu essayes de trouver une ville ou un endroit qui est à la hauteur de tes envies. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. C'est-à-dire que quand tu débordes d'énergie et que tu te retrouves dans un endroit qui est mort, tu es en décalage avec cet endroit. Moi, j'avais vraiment envie de faire un truc et je suis arrivé dans une ville qui est pour moi la plus belle ville du monde. J'ai pas tout visité, j'ai fait pas mal de pays, j'ai eu la chance de faire 2-3 pays avec le spectacle et tout. À chaque fois que je reviens à Paris, je me dis mais c'est mortel Paris en fait. Mais en fait le truc c'est que quand tu as 17 ans, franchement pour moi dans ma tête il n'y avait pas de conséquences. Quand tu as 17 ans, dans ta tête tu te dis mais c'est pas grave. C'est pas grave, perdre des cas, je reviens. Tu sais en fait à cet âge-là, tu penses pas aux conséquences de tes actes. Tu te dis j'y vais, on verra, t'es chaud, tu veux tout faire. Si c'est à refaire maintenant, j'aurais plein de trucs dans ma tête. Ah, les impôts, le truc, mais comment je vais faire l'argent, ma mère, mon père. Là, à 17 ans, tu montes, tu t'en fous. T'es jeune, t'as de la patate, t'as de l'énergie et t'as l'impression que tu peux y arriver. Moi, j'avais une petite voix en moi qui me disait ouais, franchement, tu peux y arriver. Encore aujourd'hui, tu vois, j'ai dans ma tête, déjà à l'époque, je parlais de ce que j'avais envie de faire. On se moquait un peu de moi, tu vois. On me disait ouais, quand je revenais en vacances dans le sud, on me disait alors l'école des clowns, ça va le clown, fais-nous une blague. Tu vois, je te jure, j'y repense quand je recroise ces mêmes personnes aujourd'hui. Je fanfaronne pas, je suis pas arrivé, hein, y a du chemin encore. Alors moi, ça s'est mis en branle. Alors comment ça s'est mis en branle? Je voulais pas rebondir dessus, mais comment ça s'est mis en branle? Ça s'est mis en... je suis arrivé donc au point virgule, j'ai commencé à jouer des petites scènes. Et le mec aussi qui m'a aidé sur quelques scènes ouvertes, qui m'a mis en avant, c'est un mec que vous devez connaître qui s'appelle Kian Kojandi, qui a fait une série qui s'appelle Bref, et je me rappelle, il m'a appelé un jour en 2007 et il m'a dit viens, je vais t'emmener sur, t'as un potentiel, je vais t'emmener sur 2-3 scènes ouvertes. Et il m'a emmené, il m'a introduit auprès des propriétaires de ces théâtres. Il leur a dit ouais, c'est un pote à moi, faites-le jouer, tu vois, dans un café-théâtre qui s'appelle le Café Oscar, qui est pas très loin des grands boulevards, un autre café-théâtre qui s'appelle le Café de Paris à Ménilmontant. C'est des endroits où on est tous arrivés par là, où on est tous arrivés, tu vois. On a joué là, les Gaspard Proust, Kian, Baptiste Le Caplin, Kev Adams, tu vois. Tout le monde a joué dans ces endroits-là et c'est par le biais de contacts, de connaissances. Après, tu vois, une fois que tu fais une scène ouverte, tu rencontres des personnes qui disent bah, viens avec nous sur une autre scène, on va t'emmener. Il y a une énergie un petit peu. C'est toujours comme ça, quand tu es dans la galère, tout le monde s'entraide un peu dans la galère. Après, quand tu commences à un petit peu bien marcher, c'est plus compliqué. C'est comme dans tous les métiers, tu vois, t'en as un qui va plus vite que l'autre comprend pas. Après, t'as des espèces de... L'humour, surtout, l'humour, c'est compliqué. L'humour, c'est compliqué, tout le monde veut faire humoriste aujourd'hui. Surtout avec l'arrivée des Instagram, Facebook, les vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que tout le monde veut croiser des trucs, des vidéos marrantes. Je vois des gens qui veulent faire des vidéos marrantes. Je me dis, mais chacun son métier, les amis, pourquoi vous... Ma voisine, elle fait des trucs de 15 secondes, là, tu sais, les trucs sur Instagram. Tu vois, elle peut le faire, c'est son droit, mais je veux dire, au bout d'un moment, en pensant être marrant sur Internet, on pense que monter sur scène, c'est facile. Monter sur scène, frère, c'est un métier, soit tu l'as en toi, soit tu ne l'as pas. Hein. Ah non, mais moi, je remets pas en question leur travail, bien au contraire. Je dis juste que c'est 2 mondes à part. Et c'est sûr qu'on pense que c'est facile de passer de l'humour Internet à l'humour sur scène. Moi, tu me verras jamais faire une vidéo marrante. Tu me verras jamais. Je peux faire pour déconner avec mes potes un truc, mais je vais jamais me prendre la tête à faire des montages de 4 secondes, je coupe, là je vais chercher une claquette, je la jette pour que l'autre il l'attrape, il plonge dans l'eau. Je sais pas, c'est pas mon métier. Je laisse faire ça aux gens qui ont la capacité de le faire. Moi aujourd'hui, je monte sur scène. Demain, tu m'enlèves mon spectacle, tu me donnes un micro, je peux tenir une demi-heure.
Sans aucune prétention, je l'ai déjà fait sur certains théâtres. Je peux tenir une demi-heure en impro avec un micro, ça me fait pas peur. Tu m'emmènes devant... J'ai joué dans des salles de... J'ai joué devant 100 000 personnes. Jamel était en retard, il jouait à la fête de l'UMA. 100 000 personnes, bourrées au vin, bourrées, tu sais, les communistes, c'est la fête de l'UMA, tu vois. Noir de monde. Je suis monté, j'ai joué 40 minutes. Franchement, ça, c'est mon métier. Maintenant, j'irai pas faire des vidéos sur Internet ou des vidéos comme peuvent faire les gens de cette génération-là parce que j'ai le recul nécessaire pour me dire je sais pas le faire, chacun son métier. Tu as des ponts qui sont plus simples. De la scène au cinéma, c'est plus simple. Tu vois, parce qu'il y a une notion de jeu, il faut jouer. Peut-être que de la vidéo au cinéma, c'est plus simple parce qu'il y a la cam, il y a une espèce de truc de caméra, d'image, il faut prendre l'image, il faut savoir se positionner, il faut savoir... Mais sur scène, c'est particulier. Hein. Là aujourd'hui, je touche du bois, ça se passe bien, mais je suis toujours en train de me dire est-ce que le deuxième spectacle il va être bien, est-ce que je vais réussir à en faire un vite. Regarde aujourd'hui, il y a qui aujourd'hui qui remplit des salles, des vraies salles, des zéniths? Gad Elmaleh, Florence Foresti, Jamel Debbouze, j'en oublie peut-être 2 encore, Franck Dubosc, c'est tout. T'as des mecs, t'as plein de gens qui font des spectacles et une fois qu'ils rentrent dans le milieu du cinéma, ils disparaissent sur scène parce qu'ils savent la vérité. Ils savent que la scène, c'est la misère. Que c'est Rocky. Il faut retourner mettre les gants, se taper dans la chambre froide avec... il ne faut pas avoir peur du bide, il ne faut pas avoir peur d'écrire des trucs qui ne marchent pas. Quand tu fais du cinéma, tu es dans une espèce de facilité. Non, mais on te donne un texte, un scénario, tu donnes tes répliques, tu finis, coupé, t'as ta loge avec tes mandarines qui t'attendent, tu peux y aller, tac, tu finis, tu prends ton oseille, tu repars. Tu vois, le cinéma, c'est plus simple que la scène. La scène, c'est difficile. Je te jure, c'est difficile. Je suis arrivé au Comedy Club, ça venait d'ouvrir. J'avais entendu parler de ce théâtre et j'étais fan des premières saisons du Jamel Comedy Club et tout. Et j'ai tapé à la porte, tout simplement. Franchement, j'ai tapé à la porte. Comme beaucoup de rencontres dans ma vie, tu vois, j'ai provoqué le truc, j'ai tapé au point virgule. Je suis allé taper au Comedy Club. J'ai joué au Comedy Club 5 minutes. C'était des scènes ouvertes, un sketch de 5 minutes. Et Jamel était dans la salle alors qu'il vient une fois dès qu'il peut avec son emploi du temps. Et il était là, il a bien aimé. Et pareil, Gad Elmaleh, je l'ai rencontré dans la rue en me promenant à Montmartre. Je le croise et je vais le voir, je lui dis j'aime bien ce que tu fais, je suis fan de toi et tout. Et il me dit t'habites à Montmartre? Je lui réponds non, mais ça fait classe de se promener à Montmartre. Là il rigole, il me dit tu fais quoi demain? Je dis je vais être là à Montmartre, on va voir. Il me dit viens faire ma première partie au Palais des Sports. Je dis moi? Il me dit ouais viens. Le lendemain il m'appelle, je me retrouve au Palais des Sports devant 4000 personnes, il me connaissait pas, il m'avait jamais vu, il savait pas ce que je faisais. Je me dis quand même, tu vois, quand les gens me disent alors comment ça se passe et tout, je dis bah c'est beaucoup de chance. Hein. Il faut du taf, mais c'est de la chance aussi, il y a une grosse part de chance. Ouais, c'est vrai, je te jure, sur la vie de ma mère. Lui, il te le raconte. Même moi, quand j'y repense, je me dis, elle est ouf cette histoire. Le mec, il prend mon numéro et le lendemain, son assistant, il m'appelle. Il me dit, bon, alors ce soir, t'as besoin de quoi? Je dis, ben, un micro, un tabouret. J'ai la pression de ma vie. Moi, j'avais jamais joué. J'ai joué 1 fois, 2 fois. Et là, je me retrouve jouer devant 5000 personnes et tout. C'est fou. Et t'étais serein sans... Non, j'étais en panique. J'étais en panique totale. J'étais en panique totale parce qu'après, si ça se passe mal, moi, ça va me faire douter. Donc tu vois, je vais mettre du temps à remonter sur scène. Si ça se passe mal, après le bouche à oreille, les gens qui sont dans la salle, et puis l'entourage de Gad Elmaleh, tu vois, qui va dire ouais, on a mis un mec. Tu sais, ça parle dans le métier après. Hier, il y avait un mec qui fait la première partie, putain, c'était n'importe quoi. Marouk Ben Tachak, c'était n'importe quoi, tu vois. Donc t'as plein de, tu te poses plein de questions, tu te dis bon, est-ce que je vais assurer, est-ce que ça va bien se passer? Et puis au fil du temps, tu te dis bon, ben j'ai rien à perdre. Au pire des cas, je suis là. Je peux pas aller plus bas, je fais rien, je me balade à Montmartre comme un clodo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi de pire? Mais c'est comme tout en fait, c'est-à-dire que c'est comme tout, plus t'as de... Il y en a eu de plus en plus, c'est-à-dire du stand-up, on a voulu en faire, tout le monde a voulu faire du stand-up, tout le monde a voulu faire... alors que pour moi, stand-up, je te dis ça, mais un mec comme Guy Bedos, il en faisait, un mec comme Gad, il en faisait, un mec comme Pierre Desproges, il en faisait, tu vois. Ils parlaient, ces mecs-là, directement au public, sans passer par un personnage. Et voilà, maintenant, plus tu as de spectacles, plus tu as de choses moyennes. C'est normal, tu vois. À l'époque de Thomas et Fabrice, c'était les premiers. On n'avait jamais vu ça. Il y avait le côté un petit peu nouveau. C'était un petit peu les Def Jam Comedy de l'époque des États-Unis, Martin Lawrence et tout. Tu vois, nous, on voyait ça. Et forcément, quand tu es le premier à faire un truc, il y a l'effet de surprise. Si aujourd'hui, demain, un mec te fait un moonwalk, tu vas dire ouais, il est pourri en fait ce moonwalk. Et là, après, ils ont ouvert la voie à pas mal de jeunes qui ont voulu faire ça, qui ont parlé souvent des sujets qui pensaient être à la mode sans parler de ce qui les touchait.
C'est-à-dire que l'erreur qu'ont fait pas mal de gens après, c'est qu'ils ont voulu superposer ce qui s'était fait en premier au début. La banlieue, la cité, tac, j'arrive, salut, c'est tout pour moi, je m'appelle Kader. Tu vois? Alors que tout simplement, des fois, il suffit juste de parler de... Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai pas grandi en cité, je viens d'un petit village pourri, je m'ennuie, il n'y a pas de wifi, on est en Edge H24. Je parle de ce qui me touche et moi, ce qui me correspond. Il ne faut pas parler de ce qu'on voit à la télé, de la mode, de la tendance. C'est comme la trap musique, tu vois. Tu vois, c'est la trap musique. Les Daft Punk qui sont arrivés, à une époque, c'était David Guetta, tu vois, David Guetta avec tout le monde. David Guetta Black Eyed Peas, David Guetta avec Akon, David Guetta avec... Les Black Eyed Peas sont arrivés, les Daft Punk sont arrivés, ils ont remis la funk et la soul un petit peu à l'ordre du jour. Maintenant, tout le monde veut faire des trucs avec Nile Rodgers et Freak Out, tout le monde fait ça. Donc, faut faire ce qui te parle, faut pas suivre la mode. J'ai des objectifs, je sais que je vais les atteindre, mais si je t'en parle, tu vas te foutre de ma gueule. Tu vois, j'ai envie de libérer un peuple, j'ai envie de créer un vaccin, j'ai envie de... Non mais plus sérieusement, dans ma tête, à chaque fois, les gens me disent « Ouais, mais regarde ce que tu fais un Bataclan, il y a un direct, tu fais des films au cinéma, tu fais des trucs, machin. » Moi, j'ai rien fait, frère. Encore, franchement, il y a tout à faire. Il y a tout à faire et j'apprécie pas encore ce que j'ai, c'est un défaut. Je suis déjà en train de préparer l'étape d'après, donc voilà, c'est dans ma nature.